3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Frédéric Rosier est à nos côtés, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Laurent Dédier d'être avec nous également. Bonsoir Laurent. Vous êtes directeur général délégué chez Autingre Banque Privée et Eric Venet nous accompagne. Bonsoir Eric. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la gestion de Montbleu Finance. Le printemps, c'est maintenant. C'est une saison qui s'annonce clé en matière de politique monétaire. Laurent, au regard des dernières données européennes et américaines, qu'est-ce qu'on peut dire de la trajectoire ou du chemin que pourrait prendre la Fed et la Banque Centrale Européenne sur l'idée de baisse de taux, qui reste quand même un scénario plus que consensuel? C'est la question à $1 milliard aujourd'hui, qui anime le débat des marchés en avant-plateau et après le plateau. Factuellement, ce qu'on peut dire, c'est que la Fed est engagée dans un message qui est une baisse de taux de probablement 3 baisses cette année. Qu'est-ce qui nous agite depuis, j'ai envie de dire, l'avant-week-end, parce que vendredi, les marchés n'étaient pas ouverts, mais il y avait des statistiques. C'est qu'on a vu un PCE aux États-Unis qui décélérait, ce qui est une bonne nouvelle. Et quand on regarde l'inflation cœur, c'est-à-dire l'inflation des services, celle qui nous a souciés depuis de nombreux trimestres, elle continue à être dans cette décroissance qui est assez favorable. Donc on a eu un indicateur assez positif. Et puis lundi, on a eu un ISM manufacturier qui était un peu plus fort, avec des nouvelles commandes qui accélèrent, une production qui accélère. Et là, le marché a repricé les taux, 10 points de base, puis ainsi de suite. Et donc, j'ai envie de dire, le marché est un peu en train de tester la Fed en se disant, je vais prendre le verre à moitié vide et me dire, et si la Fed ne baissait pas ses taux en juin, et si c'était juillet, voire un peu plus tard. Et donc, on est un petit peu dans ce combat psychologique entre les investisseurs et la Fed. Moi, ce que je note aujourd'hui, c'est quand même qu'on a une décélération du PCE déflateur et qu'on a surtout des chiffres de l'emploi qui sont, même si aujourd'hui ils sont un peu plus forts, sont en général sur toutes les statistiques bien orientés. Et c'est pour moi le principal curseur. Expliquez-moi quand même cette logique de marché, parce que le marché se batte avec les banques centrales ou teste les banques centrales, c'est habituel. Mais le marché jusqu'à présent testait la Fed sur l'ampleur des baisses de taux et la vitesse de baisse de taux. Il y a quelques mois encore, c'était 6-7 baisses de taux pricées par le marché, quand la Fed disait ce sera quelques baisses de taux, 3 au mieux. Depuis décembre dernier, c'était ça le match. Et là maintenant, vous dites le match, c'est un marché qui est en train de dire à la Fed, vous en ferez peut-être pas 3, vous en ferez peut-être que 2, voire une seule. Quand la Fed continue de nous dire, et on a vu quelques banquiers centraux en tout cas, qui continuaient d'affirmer que 3 baisses de taux cette année était quelque chose de raisonnable. Ils ne sont pas tous sur cette position-là, mais on peut dire que le cœur de la Fed bat à ce rythme-là aujourd'hui. Le match s'est complètement renversé, quoi. Je crois que l'analyse psychologique des marchés est assez intéressante et celle des investisseurs devrait être passionnante. Mais qui pouvait crédiblement penser que la Fed allait baisser ses taux de 6 ou 7 fois ses taux en 2024 avec une économie qui allait avoir une croissance bon an, mal an de 1,5, c'est ce qu'on estimait en fin d'année. Maintenant, on est à 2,4, 1,9, ça dépend des chiffres et des statistiques. Donc, soit le marché avait raison, il y allait avoir 6 ou 7 baisses de taux en 2024, mais on avait un accident économique. Soit le marché avait tort et donc testait la Fed, déjà, pour voir où on allait. Je pense que là où on s'est tous un peu trompés, c'est que l'économie américaine est incroyablement robuste, résiliente, et on voit un cycle des profits qui est en train déjà de réaccélérer, sans qu'on ait, entre guillemets, d'oxygène nouveau de la part de la Banque centrale américaine. C'est peut-être ça qui est aujourd'hui le débat des investisseurs et qui anime, entre guillemets, ces nouvelles craintes. Alors après, techniquement, on peut toujours regarder, casser les 4,25, 4,530, ça amène à un upside un petit peu plus élevé. Sur les taux longs, sur le 10 ans américain. Oui, exactement. Et on peut aller voir 4,60 assez vite. Est-ce qu'on va aller les voir? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est juste une déviation un peu forte qui est difficile à accepter à très court terme pour certains. Si j'étais en allocation, ce sera peut-être les questions tout à l'heure, acheter du 10 ans américain à 4,40, c'est génial aujourd'hui. Et utiliser la faiblesse et la volatilité peut-être du mois d'avril pendant ce débat pour remettre des equities, ça peut être aussi intéressant. Donc les creux à acheter, que ce soit sur le marché obligataire ou sur le marché action, c'est le logiciel qui vous anime aujourd'hui. C'est mon message. Est-ce que c'est juste une petite déviation par rapport à la trajectoire qu'on pouvait imaginer pour la Réserve fédérale américaine, le débat de savoir si on aura 3 ou moins, voire peut-être pas pendant encore quelques temps, j'en sais rien, ou est-ce que c'est une histoire qui est en train de changer peut-être, Frédéric ? Alors,
En décembre, on commençait avec 4 baisses de taux. Powell a plutôt conciliant. On a un peu modifié notre discours. Puis certaines voix parlent de maintenant en juillet, septembre. Voire, on verra, peut-être il y aura peut-être qu'une baisse de taux là-dessus. Cette année, Est-ce que ça a impacté les marchés ? Rien. Les marchés actions, non. C'est une histoire de marché de taux. Oui, quoi. alors le marché de taux, on est passé, effectivement, on était à 5, on est passé en dessous de 4, on revient à 4,40. Ouais. Tout ça se fait plutôt calmement. Donc c'est assez surprenant. J'aime pas trop cette période. Trop calme ? C'est trop calme. Ah bon ? Je trouve. Alors on entend de plus en plus de voix, et on en parlera tout à l'heure, mais sur la dette américaine, le niveau de la dette qui devient un enjeu politique majeur à venir, avec ce risque aussi de discours de M. Trump d'une baisse d'impôts, vous l'avez peut-être vu, ce graphique qui nous emmène sur une dette américaine à 150-200% à ce rythme-là dans quelques décennies. Oui. Ça va très très vite. Le CBO, il nous dit, qui est l'organisme bipartite du Congrès indépendant et qui projette justement ces trajectoires de déficit et de dette, la dernière mise à jour, c'est de nous dire 116%, je crois, horizon 2029, si je ne dis pas de bêtises, ce qui serait un nouveau plus haut depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est déjà bien. Enfin, je veux dire, on peut aller à 150, 200 comme au Japon, mais pour l'instant... Et c'est plus un sujet, je dirais, du quotidien un peu journalistique, mais le marché s'en émeut absolument pas. Ça reste extrêmement calme, peu de volatilité. On voit des choses assez bizarres, leur montée, les taux qui remontent. Bref, tout notre logiciel classique, traditionnel de gérant est un peu bouleversé. On est à l'aise avec du 21, 22 fois les bénéfices, avec des taux qui remontent. Bref, on est un petit peu dans une phase qui est assez particulière, et je pense que c'est un peu trop calme, pour être honnête. Et honnêtement, je pense qu'on va avoir de nouveau de la volatilité, peut-être des tensions sur les taux. Et ma crainte, effectivement, c'est ce discours de Powell qui semble plutôt isolé aujourd'hui, remettre en cause la baisse de taux. Alors, en tout cas, que le marché puisse remettre en cause la baisse de taux, et je ne suis pas sûr qu'il est formaté pour ce scénario-là. D'accord. Et ça peut provoquer un bouleversement sur les marchés dans les 3 mois qui viennent. D'accord. Pas un effondrement. Ce que je veux dire, c'est qu'on rentre peut-être dans une phase transitoire de marché qui peut durer 3-4 mois jusqu'à effectivement acter une baisse de taux. Mais là, je trouve qu'on rentre du côté des États-Unis dans une phase un peu plus incertaine. C'est plus évident en Europe qu'aux États-Unis. Parce que les baisses de taux sont moins certaines aujourd'hui. Je pense si on était logique, il n'y a pas de raison objective à ce qu'on fasse ce cadeau de baisse des taux aux États-Unis. Oui, une ou deux. Parce que l'inflation est à 2,5. Oui, et qu'elle est plus à 10. Mais vous oubliez de dire aussi que le pétrole, 90. La Chine, les chiffres chinois sont pas si mauvais que ça, donc on pourrait de nouveau avoir une tension sur les matières premières et donc un impact négatif sur l'inflation. Est-ce que je me précipiterais dans ce contexte-là de baisser les taux ? Non, je dirais peut-être gagnons du temps, et c'est peut-être ce discours que pourrait adopter la Fed, de gagner peut-être 1, 2, 3 mois en attendant de voir, plutôt que de faire ce qu'ils avaient fait dans les années 80, c'est-à-dire une anticipation de baisse des taux qui avait provoqué une réaccélération de l'inflation. C'est toujours le risque. Et voilà, donc c'est toujours un des risques pour eux. Je pense qu'ils sont plutôt dans un confort, honnêtement. Il n'y a pas de raison d'être... Le moins on en fait... oui. Vu la situation économique, le moins on en fait, le mieux c'est. Et les marchés nous donnent crédit, donc pourquoi réagir ou surréagir sur un ou deux chiffres ? Bon, est-ce que c'est des histoires qui commencent à diverger entre Fed et Banque Centrale Européenne aujourd'hui, Eric ? Oui, un peu plus que ce qu'on imaginait peut-être. Concernant les États-Unis, je partage complètement votre avis. En fait, la Fed parle à l'oreille des marchés, et le marché anticipait 7, 6, 5, 3, 2, et en fait le marché se tient quand même au fur et à mesure. Ça se trouve, on n'aura aucune baisse des taux, et j'aurais tendance à dire... Non seulement le marché se tient, mais le S&P a bouclé un de ses meilleurs trimestres, premier trimestre de son histoire, à plus 10, Exactement. Eric. Alors, oui, c'est mieux que tenir. Oui. Mais par rapport à cette réactivité, j'ai tendance à dire... faut pas qu'il se précipite. Jusqu'à maintenant, tout va bien. À chaque fois qu'on repousse cette baisse des taux, le marché continue sa progression ou au moins se maintient. Donc, il n'y a absolument pas... Parce que j'ai peur qu'une fois qu'on se dise, ça y est, on a une baisse des taux, le problème après, c'est est-ce qu'il peut y avoir réaccélération de l'inflation ? Et là, c'est le pire des scénarios, parce qu'en fait,
on va commencer à se poser, est-ce qu'on n'aurait pas vu quelque chose qui est, voilà, en termes d'inflation, il y a la géopolitique, il y a les matières premières, le pétrole. Donc, tant que le marché tient bien comme ça, et que la croissance, il n'y a pas de raison de baisser les taux. Alors, pour les États-Unis, pour l'Europe, c'est un peu l'inverse. Pour l'Europe, il y a vraiment un besoin macroéconomique de baisser les taux. Parce que la croissance le justifie, parce que là, on n'a pas cette croissance-là. Oui, il n'y en a pas de dynamique. Voilà. Oui. Et que l'inflation, on ne pourrait pas avoir un retour de l'inflation, sachant que la croissance est atone en Europe et que l'air du temps commence à changer, puisqu'on est en train de se dire, on a peut-être été un peu trop loin dans les déficits budgétaires, et donc, sans parler d'austérité, la tendance n'est plus à la réaccélération de la croissance. Donc là, pour le coup, tout converge pour une baisse des taux. Et là, à l'inverse, si on n'avait pas de baisse des taux assez rapidement, là, le marché, il n'aimerait pas du tout. Alors, autant, je pense que le marché aime bien l'idée aux États-Unis que, voilà, je comprends. Tout va bien comme ça. Ce qui marche, ce qui convient à la situation américaine, ne peut pas convenir à la situation européenne. Voilà. Alors, la seule question, c'est est-ce que, Mme Lagarde osera baisser ses taux Le 11 avril ? Non, au mois de juin, si la Fed dit il n'y a pas de... Oui, non, mais voilà, parce qu'on peut très bien vous dire, oui, mais alors du coup, vous avez l'euro qui se déprécie fortement contre le dollar. Pourquoi ? Si c'est plus de croissance à terme, si ça relance une dynamique de croissance, pourquoi ce serait forcément euro négatif ? Dans un premier temps, ça ne relancerait pas la dynamique de croissance, ça améliorerait la liquidité. D'accord, mais dans les paramètres différentiels de taux, mais il y a aussi la dynamique de croissance. Les changes, ils évoluent à très court terme avant de jouer les conséquences. Je comprends. Oui. J'espère. Si l'euro baisse un peu pour remonter derrière. Tout à fait. Ouais. Et donc la communication de la semaine prochaine, puisqu'on va être dans cet entre-deux où on a de plus en plus de cartes pour baisser les taux en Europe, mais visiblement on ne s'est pas mis en situation de pouvoir le faire dès la semaine prochaine, le 11 avril, le meilleur cas, c'est de dire on ne le fait pas cette fois-ci. Je ne sais pas pour quelle raison, mais juin, c'est bon, premier j'aurais craché, c'est pour juin, la baisse des taux. Auquel cas, les banques, le système bancaire en a besoin. C'est-à-dire que là, on change même les investisseurs. C'est-à-dire que le monétaire devient moins intéressant, parce que l'obligataire, on l'a vu, il est quand même assez instable. Ça change les paramètres pour l'investisseur. Oui. Et aussi pour les banques, et donc pour les marchés financiers. Vos commentaires, Laurent, et puis sur cette idée que vous défendez qu'il y a un risque pour la Fed de couper trop tard. C'est toujours la même histoire. Est-ce que le risque est de couper trop tôt ou de couper les taux trop tard ? Vous êtes plutôt dans le camp de ceux qui pensaient qu'il y a un risque pour la Fed peut-être de couper trop tard. Alors, je suis dans le camp de ceux qui disent aussi que 25 points de base, je suis désolé de revenir sur les propos précédents, de baisse de taux de la BCE en juin, ça ne change rien. Parce que la transmission à l'économie réelle, c'est dans 6 à 9 mois. Et donc la psychologie de l'investisseur, c'est une chose, ça va nous donner une certaine satisfaction, ça peut amener un peu de rotation de portefeuille, mais je suis désolé, du monétaire à 4 ou à 3,75 ou à 3,5, ça reste un concurrent redoutable et je pense aujourd'hui très challengeant. Même au-delà d'une baisse de même avec une première baisse de taux, pour que le monétaire devienne moins attractif pour un investisseur qui ferait une allocation d'actifs globale, il faudrait peut-être le voir à 2,5 ou autour. Et là, on veut bien reprendre du risque. Mais moi, demain, vous me dites, j'investis à 3,5 ou à 4, sans risque, je pense que les 50 points de base, ils ne changent pas grand-chose à une première baisse de taux, on appelle d'autres. Donc c'est le signal que ça envoie. C'est le début d'une séquence. Mais c'est pas certain, parce que comme vous avez un cycle des profits qui est en train de redémarrer légèrement en Europe à partir de maintenant, et si on se projette en se disant que ça fait 18 mois qu'on boit, entre guillemets, pas la tasse, mais qu'on souffre, et qu'on se dit que le deuxième semestre 2024 sera meilleur parce qu'on aura des bonnes bases de comparaison sur les volumes, que les prix seront derrière nous et qu'on peut projeter une redynamique de croissance des profits en 2025, c'est un marché où on parlait tout à l'heure de valorisation, 13 fois et demi, 14 fois en fonction de ce qu'on regarde, etc. Moi, en tant qu'investisseur, cet été, une fois que j'ai les achats, je me projette sur les valorisations 2025. Et les valorisations 2024 ne m'intéressent plus, ou occasionnellement sur un secteur ou sur une valeur. Donc clairement, je pense que la BCE devrait normalement nous donner ce signal en avril pour juin, mais j'ai quand même vu des chiffres en Allemagne qui ne sont pas encore satisfaisants. Le poids de l'Allemagne, il est important dans la décision. Donc je ne suis pas certain que la BCE puisse, entre guillemets, découpler son message et sa politique monétaire de la réalité de la Fed,
qui, elle, a cette chance unique de pouvoir restimuler sa croissance, qui reste très bonne, à un moment où elle pourrait décélérer, parce qu'un peu phase d'attentisme, consommation, investisseurs, corporate, la veille d'une élection, qui est quand même, somme toute, incroyablement importante, parce qu'il y a deux partis, deux visions, deux stratégies, deux politiques qui vont se mettre en place, très opposées. La baisse des taux, vous parliez de M. Trump, ce qu'il nous annonce, c'est quand même bouleversant pour les déficits. Si j'étais gérant obligataire, j'aurais un peu d'incertitude après avoir vécu avec un long fleuve tranquille depuis quelques décennies. Il n'y a pas assez de primes, là ça peut être compliqué, la deuxième partie de la décennie 2020. Donc, je me méfierais. Donc, aujourd'hui, clairement, je pense que la question, elle est plutôt sur la valorisation des marchés et le cycle des profits. Le message des banques centrales, je pense que globalement, on n'aura pas de grandes surprises. Est-ce qu'elles vont baisser un peu les taux ou un tout petit peu plus ou un petit peu moins? C'est-à-dire, est-ce qu'on aura 3 ou 2 de la Fed? Est-ce qu'on aura 2 ou 3 de la BCE? J'ai envie de dire, ça ne changera pas grand-chose. Et ce n'est pas ça qui va, entre guillemets, bouleverser l'allocation globale des allocataires mondiaux. On peut un peu faire du fine-tuning et du fine-tuning sur quelques classes d'actifs, sur des secteurs, sur des thèmes. Ça peut peut-être redonner un peu le sourire au small mid-cap dont on parle depuis des trimestres et des trimestres. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas en attendre trop des banques centrales en matière de baisse de taux, y compris de la part de la Banque Centrale Européenne, qui ne sera pas en capacité de s'engager sur un nombre de baisses de taux, ou en tout cas sur une guidance post-première baisse de taux. Moi, j'aimerais bien que la BCE mette tout sur la table, elle fasse tapis comme dans d'autres sports, mais j'y crois pas. D'accord. Il n'y a pas de tapis à venir demain de la BCE, la semaine prochaine ou en juin. Je crains malheureusement qu'elle ait toujours cette attitude un peu dovish, un peu conservatrice. Alors on lit de ci et de là, Trichet qui dit quelque chose, le gouverneur de la banque autrichienne qui dit l'opposé. Donc voilà, méfiance, ça reste toujours quelque chose de compliqué de trouver une union. Eric, Frédéric. Je sais pas, mais vous pouvez pas demander aux États vous pouvez pas demander aux États de contrôler leur déficit budgétaire et de chercher absolument des recettes et en même temps de garder des taux d'intérêt. Il y a une question de policy mix. Il y a une question de pas possible. stratégie l'Union politique économique globale. Déclencher des procédures disciplinaires de déficit budgétaire excessif et en même temps sortir des taux d'intérêt aussi élevés lorsqu'on est en croissance zéro. Enfin, c'est... Pourquoi les marchés sont aussi bienveillants là, sur la question des déficits? Vous avez soulevé le point tout à l'heure, Frédéric, mais que ce soit aux États-Unis ou en Europe, en tout cas pour les pays qui sont endettés au-delà des ratios réglementaires, si je puis dire. Parce que la bourse, c'est pas l'économie. Non, mais là, je parle pas que de la bourse, je parle des marchés de taux. Ah, les marchés de taux. Je parle des marchés, moi. Oui, les marchés, oui, il y a une forme de conciliance. Pourquoi le marché obligataire reste bienveillant à ce stade sur les émissions? Regarde l'ampleur de la demande, je veux dire, c'est monstrueux. La courbe de taux est inversée quand même. Ouais. Donc on est quand même, mine de rien, dans une phase plutôt récessive quand on a une courbe de taux inversée. Donc je pense qu'effectivement, c'est plus tellement un sujet. On est passé par tellement de phases dans notre histoire que maintenant, les problèmes de déficit, les ratios, les 100% dette sur PIB, c'est même plus un sujet. On a même vu les derniers chiffres du déficit français. Finalement, la dette sur PIB a plutôt baissé à raison de l'inflation. L'effet inflation, bien sûr. Voilà, on a beau avoir pulvérisé nos déficits, la dette a diminué. Le ratio de dette sur PIB a baissé. Donc c'est vrai que ça a l'air d'être plus tellement un sujet. Après, vous savez, c'est des sujets qui reviennent. Quand le marché veut baisser, il cherche des prétextes. Et à un moment donné, on trouvera un prétexte. On trouvera un prétexte sur une adjudication qui se passe mal, un truc qui se passe mal. Et on l'a vu par le passé aux États-Unis sur l'overnight, par exemple, des refinancements, des choses qui pouvaient bloquer. Et c'est pas impossible qu'à un moment donné, on ait ce genre de problème de refinancement sur du court terme et qui provoque tout un cheminement de réactions en chaîne. Ouais. On veut sortir du contexte aussi le problème de l'immobilier aux États-Unis, qui est un problème majeur. La faiblesse de l'immobilier. Qui porte le commercial aujourd'hui? C'est vraiment problématique. Pour l'instant, on l'a mis de côté. Je vois très peu de choses, ça va dire là-dessus. Est-ce que quelqu'un sait qui porte le commercial aux États-Unis? Les banques régionales. Ouais. Oui, non, oui. On a vu ce que ça avait donné par le passé. Oui. Mais on a vu aussi la manière dont la Fed pouvait réagir en 24-48 heures pour au moins compartimenter le début d'un problème. Oui, mais là, on est sur d'autres montants. Honnêtement, si c'est un problème en cascade, c'est d'autres montants. Donc, je trouve qu'effectivement, ça reviendra à un moment donné sur le marché. Pour l'instant, je pense qu'on regarde plutôt le scénario positif, la croissance qui est présente aux États-Unis, l'Europe qui a la manœuvre pour baisser ses taux.
Puis après, ça reviendra logiquement, notamment si en Europe, le ralentissement est beaucoup plus important. Moi, j'ai un gros problème aussi, c'est l'inflation. On part du principe que l'inflation, effectivement, sur la trajectoire est bonne, mais il y a quand même ce facteur X qui est la Chine aujourd'hui, qui semble vouloir peut-être redémarrer. Et je ne suis pas sûr qu'on soit formaté pour une reprise d'un baril à 100, 110 $. Le consensus sur la Chine risque d'être pris un peu par surprise à la hausse. Oui, et surtout, si vous parliez tout à l'heure de baisse des taux, l'impact sur la parité euro-dollar qui a un impact positif, mais l'inflation importée par une faiblesse de l'euro, ça peut être considérable. D'autant plus si vous avez derrière des matières premières qui se mettent à flamber. Là, on peut avoir une réaccélération de l'inflation qui peut être relativement importante. Donc, je pense qu'il faut être prudent avec tout ça. Je pense qu'il ne faut pas tracer une ligne droite assez claire. Je pense qu'il y a encore des problèmes qui vont arriver. Des problèmes, oui, il y en a toujours, Frédéric. Mais en gros, je ne suis pas négatif sur les marchés. Attention, je pense qu'on va être rentré dans une phase transitoire. Comme l'inflation était transitoire à l'époque, quand elle est arrivée aux États-Unis. Quand on regarde l'inflation des biens, elle fut transitoire, oui. Je confirme. Je confirme. Je pense ça a duré 2 ans, oui. On va rentrer dans une période transitoire de quelques mois jusqu'à la première baisse de taux aux États-Unis. Et après, il se passe quoi, alors ? Après, on repartira dans un cycle normal, mais je pense qu'on est dans un changement de rythme, de paradigme sur le marché, et donc nécessairement, ça va passer par une rotation sectorielle, un mouvement sur les taux qui va s'opérer, une consolidation sur les marchés. Et rotation vers quoi alors du coup ? Parce que ce qui monte en Europe et ce qui a fait la surperformance de l'Europe depuis le début de l'année, c'est banques, assurances, auto, industrie, médias. Réflexion sur les banques. Les banques italiennes ou banques espagnoles, c'est pas forcément. Il y a eu des effets quand même géographiques qui étaient relativement importants. Sûr. Les banques françaises sont en retard par rapport aux italiennes et aux espagnoles. On n'a pas du tout le même rythme entre les banques françaises et les banques espagnoles ou italiennes. Donc, mais ça reste quand même le meilleur secteur en Europe depuis le début de l'année. Mais c'est aussi une question, est-ce que le marché ne cherche pas à se rassurer avec du rendement quelque part, de la faible valorisation? Parce que si vous regardez le marché européen, ça commence à bloquer sur les valeurs de croissance en Europe, clairement. Le luxe, ça ne rebondit pas non plus. Les technologiques, le peu de technologiques en Europe, c'est pas brillant depuis quelques temps. Donc oui, je pense qu'en Europe, le marché a besoin de se rassurer. Il veut du cash flow, veut du dividende, mais il n'est pas prêt à aller au-delà pour l'instant. Qu'est-ce que vous retirez comme enseignement sur le plan boursier, notamment de ce premier trimestre ? Et encore une fois, je le resignale, on a fait le bilan, mais l'Eurostoxx 50 a pas du tout démérité. C'est même un des indices leaders sur le premier trimestre. Il n'y a que le Japon qui fait mieux dans les grands indices des marchés développés. L'Eurostoxx 50 fait mieux que le Nasdaq sur le premier trimestre, avec la banque, l'assurance, l'auto, l'industrie, les médias. Et à l'inverse, les contributeurs négatifs ont été des secteurs très défensifs, comme les télécoms, la santé, ou encore les utilities et l'alimentation ou l'alimentaire. Il y a la réponse dans la question, je crois. Non. La réponse, c'est que globalement, le marché... Est-ce que les tendances se prolongent ou est-ce qu'il y a quand même l'idée d'une... Le marché a chassé, j'ai envie de dire, ce qui était sous-valorisé et a voulu prendre un biais un peu plus cyclique en se disant, si les taux baissent, le cycle va redémarrer et donc il faut que j'achète ce cycle des profits à un moment où les valorisations des valeurs de qualité, de croissance et à forte visibilité sont historiquement élevés, et pour parler des L'Oréal de ce monde, et je n'ai rien contre L'Oréal, qui est une magnifique entreprise, c'est difficile d'imaginer 15% d'upside tout de suite. À l'inverse, si je joue un petit peu sur mes générations de cash, sur les secteurs que vous avez cités, financières et quelques cycliques de qualité, je ferai attention, peut-être pas toutes les cycliques, clairement, il y a encore des opportunités de 10, 15, 20% à justifier, parce que quand on a 5% de dividendes sur les banques au moins, qu'on a des rachats d'actions, qu'on a une rentabilité qui est élevée, qu'on a une réglementation enfin, entre guillemets, qui est plus calme parce qu'on n'a pas mis un nouveau tour de vis, c'est une bonne nouvelle et on peut réinvestir sur les secteurs financiers. Donc aujourd'hui, comment je pilote mon deuxième bat? Donc là, on est toujours dans cette période d'attente entre la fin des Q1, le début la fin des publications Q4 Guidance et les Q1, où pendant un mois, toujours tout le monde se pose la question en se disant qu'est-ce qui peut faire bouger le marché, et on parle de politique, de géopolitique et de macro, et de banque centrale. Les entreprises, elles vont nous reparler bientôt, c'est la bonne nouvelle. Dans une dizaine de jours, on va commencer à entendre quelques messages. Je ne vois pas aujourd'hui d'éléments annonciateurs négatifs des tendances des publications des entreprises qui, depuis 4, 5, 6 trimestres, nous ont à chaque fois surpris agréablement sur les trajectoires de croissance, sur la résilience des marges, sur la génération de cash,
sur à la fin les BPA et la valorisation. Et à chaque fois, on a vu qu'on avait une petite réaccélération et qu'on pouvait justifier d'un marché un petit peu plus élevé à chaque fois. Donc très clairement, je pense que le message aujourd'hui, il est toujours, parce qu'on ne peut pas être optimiste et je rejoins les messages, la croissance, elle est quand même molle en Europe, elle n'est pas extraordinaire dans le monde. C'est une stratégie barbell où j'ai donc de barbelés, de protection, un peu de qualité dans mon portefeuille parce que j'en ai besoin, mais je dois prendre aussi de la cyclicité parce que c'est elles qui vont m'offrir potentiellement un peu d'exposition à la hausse, probablement un peu plus d'alpha, donc de générer de la surperformance par rapport à mes marchés. Et donc aujourd'hui, je trouve qu'il est intéressant de se poser des questions sur ces valeurs cycliques. Et tant qu'il n'y a pas de signal contraire, ça reste une tendance, une stratégie à poursuivre. C'est une stratégie à poursuivre et le message risque d'être amplifié, c'est que si les banques centrales sont au rendez-vous de la baisse des taux fin du printemps, début de l'été, clairement, ce mouvement peut continuer. Il ne va pas s'accélérer, mais on voit que la petite légère surperformance des cycliques depuis le début de l'année peut continuer tout au long de l'année. Je comprends. Et les gros secteurs quand même, parce que shit, santé, télécom, utilities, food and beverage, c'est des secteurs où il y a de la qualité, mais ce n'est pas les secteurs qui sont leaders aujourd'hui, loin de là. Il y a à boire et à manger dans chaque secteur. Les télécoms, le problème, c'est qu'on pensait qu'après l'opération en Espagne, il allait se passer d'autres choses, et la Commission européenne, elle dit Orange Mass Mobile, on ne bouge pas. Les utilities, on se disait les taux, ça va aider, donc les taux, ça va aider, mais le prix de l'électricité a tellement plongé que le prix du power a baissé. Alors malheureusement pas pour le consommateur, mais sur les marchés spot, ils ont perdu 30, 40, 50% en ligne droite, donc on n'y touche pas. La santé, c'est toujours très compliqué dans un jeu politique avant la veille d'élection américaine. C'est un secteur intéressant. J'ai envie de dire que le problème de la santé, c'est que c'est un secteur qu'on doit acheter pour sa qualité de croissance et pas pour ses vertus de value. Et donc aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'acteurs en Europe sont plutôt des valeurs value. À part Novo, ce qui m'intéresserait, c'est Novo et Astra qui sont de la qualité et de la croissance. Le reste, il faut un peu oublier. Quelles sont les tendances que vous avez envie de prolonger là, à l'issue du premier trimestre? Tout ce qu'on vient de dire se résume simplement, le marché a acheté des baisses, une ou des baisses des taux courts, point. Donc en fait, si on ne l'a pas, on aura un problème sur les taux longs et à se demander si on l'a même une fois et que derrière ça va, est-ce que le marché l'a pas déjà, est-ce que c'est pas dans les cours? Voilà. Donc tout ça est logique, c'est-à-dire que dès lors qu'on est d'accord pour une baisse des taux courts, ou un cycle des taux courts, c'est ces secteurs qu'il fallait jouer. Alors, du coup, moi, je reviens maintenant sur les small. Alors, le mois dernier, j'y étais pas parce que, pour une raison simple, c'est qu'il n'y avait pas de flux. Et là, depuis une quinzaine de jours, on s'aperçoit qu'il y a du mouvement et tout ce qui a été délaissé, alors je parle peut-être des small, revient. Il y a un appétit pour le risque, et ce qui est logique. Alors, la dernière fois, ça avait duré un mois. Alors, donc, oui, ça a duré un mois en fin d'année dernière, voilà. Quand le marché s'est mis à courir derrière les baisses de taux. On a eu la même chose. Ouais. Là, on commence à avoir la même chose. Ouais. Donc, je reviens, alors que j'étais reparti le mois dernier. Ouais. Là, je reviens parce que je pense que c'est ça, c'est exactement dans l'humeur des marchés. On joue, ça y est, c'est pas pour mai, c'est pour juin. Et que derrière, alors je suis pas d'accord, je pense que derrière, c'est pas une baisse des taux, on est d'accord, 25 centimes, on s'en fout, c'est pas le sujet. C'est une première. Voilà, c'est-à-dire que là, on entérine, on scelle l'histoire en disant, ça y est, on est dans une baisse des taux. Et pourquoi je dis une, et on verra, parce que le risque, il est ne pas dire l'erreur de politique monétaire qui fait que derrière, pour une raison X, on a une réaccélération de l'inflation, qui là, pour le coup, le marché c'est complètement en porte-à-faux. Donc, il y en a une pour sceller. Donc chaque baisse de taux sera calibrée, réfléchie, pensée, regardée à l'aune des données économiques, mois par mois, meeting par meeting, etc. Le fonctionnement des banques centrales va rester le même après une première baisse de taux. Non, mais d'après mon avis, bien sûr, oui. C'est exactement ce qu'ils disent aujourd'hui. On restera data dependent, petit pas, il n'y aura pas de cycle automatique, etc. Parce que l'inflation qui était excessive a été gagnée. Bon, on disait provisoire, ok, il y a eu un choc d'offre. Bon, voilà, maintenant. Il faut juste qu'on s'aperçoit que on va se stabiliser en taux d'inflation, mais il peut y avoir des risques qui font qu'on serait pris à contre-pied. Voilà. Comment vous comprenez d'ailleurs la hausse des matières premières, là, le complexe matières premières qui se réveille un peu? Pas juste l'énergie, mais les précieux également. Alors c'est peut-être deux histoires différentes, mais comment... Effectivement, l'or a tout cassé. On voit...
un phénomène de reprise. Donc je pense que ce qui se passe en Chine n'est pas étranger à ce mouvement, n'est pas étranger aussi la croissance américaine, en tout cas sur les matières premières en général. Et pour l'or, quel est le rationnel là ? Alors, c'est très compliqué parce que ça ne réagit pas normalement pour le coup, parce que c'est vrai que l'or, on nous disait que c'était un pare-feu contre l'inflation. Finalement, plus on avait d'inflation, ça ne montait pas énormément, pour moins qu'on puisse dire. On disait il y avait la concurrence des bons du Trésor, parce que finalement, pourquoi aller sur l'or alors que le bon du Trésor, qui est un actif de refuge, avec un rendement de 5%, voilà, c'est Warren Buffett qui rappelait encore ce genre de... Même Keynes à l'époque sur la relique barbare. Mais bref, pourquoi aller sur l'or ? Là, finalement, on a tout qui est en défaveur de l'or. La hausse des taux... les taux réels remontent depuis quelques semaines maintenant. Vous avez de la croissance et l'or monte. Et moi, je trouve que c'est un signal, il faut en tenir compte. C'est peut-être pas anecdotique. Je pense qu'il faut surveiller ça de près. Qu'est-ce que ça nous annonce ? Est-ce que c'est pour un enjeu plus géopolitique ? Mais je ne veux jamais rentrer là-dedans parce que ça, on se trompe tout le temps. Donc, est-ce que c'est un enjeu géopolitique ? Est-ce que c'est la dédollarisation du monde qui est en train de s'opérer par des réserves de change nouvelles par l'or ? C'est aussi une possibilité. Mais c'est assez surprenant. On est en train de casser vraiment toutes les résistances. Ça nous emmène même techniquement quasiment à 2008, cette histoire. Donc ça laisse du potentiel d'appréciation. Il y a aussi une partie du monde qui est en forte croissance et qui consomme de l'or, même si c'est marginal dans la consommation d'or. Mais l'Inde, c'est... oui, il y a une utilisation physique de l'or. Utilisation physique de l'or, à la différence du Bitcoin, parce qu'essayer de mettre du Bitcoin autour du cou, c'est compliqué. Mais en tout cas, il y a une utilisation industrielle et de joaillerie de l'or. Voilà, je pense que c'est un message que nous adresse le marché. Pour ça que je dis, je suis prudent sur du court terme, parce que c'est une petite piqûre de rappel. C'est pas anecdotique ce mouvement. Il se passe quelque chose qui peut nous annoncer peut-être une forme de consolidation des marchés, une inquiétude. Je pense qu'il faut surveiller de près. Signal peut-être précurseur de quelque chose. De quelque chose. Je veux vraiment pas. C'est pas un message. Les marchés, tout ça, un collapse haute. Mais je pense que c'est peut-être un signal qu'on arrive sur des valorisations peut-être à court terme tendues. Il y a plus tellement de potentiel, et donc on va à l'investisseur. En termes de diversification, on va penser qu'il y a moins de manque à gagner d'aller sur l'or que de rester investisseur sur les actions. C'est juste un message peut-être plus court-termiste qui dit, voilà, il se passe peut-être quelque chose qui fait qu'on a cette bascule de réserve d'opportunités qui se trouve sur l'or et moins sur les marchés à court terme. Laurent, sur l'or, effectivement, est-ce que vous y voyez un mystère ? D'autant que le dollar reste quand même assez sérieusement ferme aujourd'hui. Pourquoi maintenant ? L'idée de la dédollarisation, c'est déjà un sujet mais dont on discute beaucoup. Oui, peut-être un fantasme, j'en sais rien, mais les achats des banques centrales, tout au long de 2023, je crois que c'était déjà une année record d'achat d'or par les banques centrales, à commencer par les grandes banques centrales émergentes. Pourquoi maintenant ? Alors, n'étant pas certain de la réponse sur l'or, je me suis posé la question sur l'argent. Très bien. Parce que l'argent, il a une finalité, c'est qu'aujourd'hui, l'argent... c'est à peu près 20% de l'utilisation du solaire. Et quand on sait que le solaire, c'était 400 gigawatts d'installés l'année dernière, probablement 500 cette année, on se dit, tiens, il y a une vraie demande finale qui arrive sur l'argent, qui est un composant qui est très important aujourd'hui dans la construction d'un panneau solaire. Métal de la transition énergétique, comme on dit. Voilà, et donc je me suis dit, si je ne suis pas capable de comprendre réellement pourquoi l'or peut monter, qu'est-ce qui se passe sur d'autres métaux ? Et là, j'ai vu que l'argent était... excessivement sous-valorisé dans le ratio qu'on fait souvent spread or-argent. Et il a une finalité, une consommation. Et les stocks ont été nettoyés, ceux qui étaient surabondants depuis 3 ans. Aujourd'hui, on n'a plus de stock. Et je pense que tactiquement, ou pour rigoler, parce que ce n'est pas un investissement cœur, et ma vision, elle est quand même d'être vraiment dans une stratégie cœur de long terme, et pas de capter des mouvements de court terme, parce que j'ai envie de dire, il y a d'autres personnes qui savent faire ça dans d'autres métiers, des traders ou des gens autour de la table. Moi, mon métier, c'est vraiment d'investir à moyen long terme. Je trouve que l'argent peut devenir intéressant sur les quelques mois, parce que là, il se passe quelque chose entre le phénomène économique et la sous-valorisation rapportée aux autres actifs. D'accord. Intéressant, mais vous achetez pas l'idée de moyen long terme sur l'argent, métal de la transition, etc. Voilà, si, d'accord. J'ai une théorie de moyen terme. Mais sur l'argent, quoi. Il peut se passer à court terme quelque chose. Et derrière, j'ai des arguments qui me justifient de rester bon sur un horizon moyen long terme. L'actif argent à moyen terme.
sur les matières premières, qu'est-ce que vous comprenez au moins? Bon, le pétrole, Brent, quasiment $90 aussi. On a vu pire, hein, c'est monté, je sais plus, à 120, 130, etc. Mais c'est plus à 70, quoi. Oui, mais si on considère que la croissance se tient bien aux États-Unis et qu'elle réaccélère un peu en Europe et un peu en Chine, c'est logique. Plus les problèmes géopolitiques qui peuvent justement changer les donnes d'un point de vue du prix. Et j'en reviens du coup à l'or. Je pense que la problématique de l'or, c'est les achats des banques centrales. C'est aujourd'hui pour moi, un vrai refuge par rapport quand on ne peut pas faire du Bitcoin. Bonne question. C'est quoi l'actif refuge aujourd'hui? Bonne question. Moi, je pense que vous en avez deux. Hein, c'est les Bitcoins, les monnaies. Oui, le Bitcoin. Ah oui. Vous accordez le statut d'actif refuge au Bitcoin. Oui, je crois. Mais pas pour des financiers. Parce que nous, on ne peut pas faire. Mais dans l'absolu, oui. Si vous avez quand même plein d'achats de plus en plus, on peut accéder au Bitcoin quand même. La raison au départ essentielle, c'est la méfiance vis-à-vis des banques centrales. Et ça, c'est la petite musique qu'on entend aussi dans l'achat d'or. C'est-à-dire que si jamais il y a une erreur, une erreur de politique monétaire, on voit bien que c'est tout ce que je viens de raconter, c'est un peu touchy. Bien sûr. Voilà, si on l'a, boum. Si c'est la résurgence de l'inflation, si l'inflation n'est pas vraiment maîtrisée, qu'il y a des baisses de taux et que ça remet le feu, etc. Inversement, la situation extrême, c'est si vraiment il y a vraiment, vous avez raison, une baisse de taux importante parce qu'on n'a pas vu quelque chose, ainsi de suite. Vous gagnez sur les deux tableaux en fait. Donc moi pour la première fois, mon existence, j'ai 6% d'or. Hein. Ah oui. Ah ouais. Oui, on avait ce débat avec le gérant d'or qu'on a à Montbleu, mais lui, il était très très confiant pour la baisse des taux. Et moi, je suis très très confiant, mais pas pour la baisse des taux. D'accord, ok. Parce que c'est une sécurité. Et donc, tant mieux, alors restons sur l'or. Il y a plusieurs raisons pour acheter l'or aujourd'hui. Oui. Ouais, je comprends. Bon. Mais on l'achète c'est sur des ETF ou des produits indiciels c'est toujours le débat, est-ce qu'il vaut mieux de l'or papier, est-ce qu'il vaut mieux de l'or physique éventuellement on a un fonds puisqu'on a Global Gold chez nous. D'accord. On l'achète sur un fonds. Okay. Ça permet. Alors le problème c'est que vous avez les mines d'or, c'est pas les minières. C'est pas encore transmis parce que vous avez eu l'augmentation des salaires, vous avez eu l'augmentation du prix de l'énergie, ainsi de suite. Et donc c'est pas encore dans les cours des mines d'or, mais donc là en plus vous avez un effet de levier. Parce que si jamais l'or se maintient à un niveau si élevé, voire augmente, vous avez un effet de levier sur les mines d'or qui est vraiment très très fort. Donc restons sur les ETF et les fonds minières aurifères, ça se regarde ou pas, Frédéric? De manière plus globale, des minières, des anglo-américaines, des Rio Tinto, à ce prix-là, avec ce rendement-là, si on prend une reprise... C'est très en retard là, par rapport dans au mouvement de hausse qu'on a depuis plusieurs mois. Surtout par rapport au cycle, oui, là il y a un vrai décalage. Donc je pense qu'il faut regarder. Puis après, l'or, il y a plein de façons de le jouer. Nous, on l'a en physique, on est banque suisse, donc les gens ont de l'or. Dans les bureaux. On a de l'or. C'est livré avec. Il y a eu beaucoup de fantasmes sur l'or papier, hein, contrairement aux idées reçues. L'or papier est généralement adossé à de l'or physique derrière. Hein. On a entendu beaucoup de l'or sous forme de dérivés et autres. Majoritairement, il est quand même... C'est baqué quand même par du collatéral physique. Et en Suisse, on a une monnaie électronique qui s'appelle le XAU qui permet de négocier de l'or comme une crypto quasiment, qui permet d'échanger, et ça c'est plutôt pratique. L'étalon or, quoi. Un étalon or, exactement. La monnaie or. Sous une monnaie, sous forme de monnaie. Donc ça, c'est assez pratique. Et dans nos gestions, on a généralement effectivement entre 2,5% et 5% systématiquement d'or. D'accord. Et voilà, là, on est plutôt favorable. Là, c'est un peu plus. Enfin, c'est plutôt la fourchette haute, on peut le dire comme ça. Oui, d'accord. Je veux pas. C'est un peu le côté protection, mais oui, là, on est plutôt pas mal. C'est vrai que sur les mines d'or, quand on voit les parcours des Newmont et autres, on a la problématique, en plus environnementale, c'est des entreprises, c'est très compliqué. Avec le flux ESG, on sait que c'est problématique d'investir dans des minières parce que c'est pas très... les procédés sont polluants, oui. Les matières, le prix de l'énergie, l'électricité, c'est, même si beaucoup d'orifères et de minières ont fait d'énormes efforts, notamment pour le recyclage et l'autonomie énergétique, mais on voit qu'il y a des effets de pression sur les marges malgré la hausse du gold. Bon, on restera sur ce sujet de l'or. Ça fait longtemps qu'on n'a pas autant parlé de l'or, y compris autour de cette table. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Frédéric Rosier, Mirabeau, qui était avec nous, Laurent Dédier, Autingre, Banque Privée, et Éric Venet, Montbleu Finance.